Alors, ils sont peut-être allés visiter les frontières de la France. Nous allons visiter les frontières du monde, mais celles qui parcourent les montagnes. Donc, une réflexion aujourd'hui, montagnes et frontières. Alors, c'est toujours un sujet difficile à traiter par son ampleur, surtout quand on s'intéresse au monde entier. Et on va faire des allers-retours, on va quand même parler de nos chères Pyrénées, évidemment, puisque bon, la réflexion est certainement partie de là. Et elle fait réfléchir depuis longtemps, puisque vous voyez déjà Pascal faisait remarquer que les perceptions n'étaient pas les mêmes de part et d'autre de la frontière des Pyrénées. En plus, il a écrit ça avant que le traité soit signé. Puisqu'il est mort 3 ans après la signature du traité et les pensées ont été écrites au cours de sa vie. Donc, comme quoi, le traité n'a pas tout établi et l'idée que les Pyrénées séparaient la France et l'Espagne de part et d'autre est vraiment très ancienne. Alors justement, c'est un véritable lieu commun de considérer les montagnes comme des frontières, surtout quand on vit au pied des Pyrénées. Il y a quelque chose d'évident, en fait, hein, une barrière naturelle avec des parois rocheuses qui ressemblent à des murs. Ces murs qui délimiteraient chez nous, et derrière ce mur, c'est chez les autres, chez le voisin, chez l'étranger, peut-être même l'ennemi, puisque avant le traité des Pyrénées, il y avait une guerre entre la France et l'Espagne, et en plus, ce ne fut pas la dernière. Et l'ennemi, derrière cette barrière naturelle montagneuse, peut mener la vie qu'il veut sans que cela nous regarde. Et en plus, s'il veut nous envahir, ben, c'est plus compliqué, il doit franchir les montagnes. Il aura du mal à grimper, à franchir, donc il suffit d'installer une petite guérite, un petit fortin, et puis on sonnera l'alarme et on aura le temps de se préparer. C'est tout ce qu'on se dit. Jusqu'à l'époque de Louis-Philippe et même jusqu'à ce qu'on a appelé la ligne Maginot des Alpes, où on bâtissait des forts dans les montagnes que l'on percevait comme des frontières. Hein, le fort du Portalet, que je ne vous présente pas, c'est toute sa logique. Mais tout cela en général ne sert, le fort du Portalet en est un excellent témoignage, ne sert pas forcément à grand chose. Même Hannibal, il y a 2000 ans, a réussi à franchir les Alpes avec des éléphants, paraît-il. Et puis les montagnes, de toute façon, ça se contourne toujours. Les Romains n'ont pas été arrêtés dans leur conquête par des massifs montagneux. Donc, on peut très vite constater que c'est plus compliqué que ça. La frontière, qui peut en croire aux frontières naturelles et à la protection naturelle apportée par les montagnes. Qu'on soit au pied des Pyrénées ou au pied de l'Himalaya, qu'on a pu apercevoir à nouveau à la faveur de la dépollution occasionnée par les confinements en Inde. Vous saviez que pendant des années, 3 décennies paraît-il, il n'avait pas été possible d'apercevoir l'Himalaya depuis les plaines de l'Inde, du Gange. Voilà une photo qui atteste que ça a été possible quelques jours et à ma connaissance ça n'est plus guère possible depuis la fin des confinements. Alors les frontières, c'est un objet extrêmement complexe, très à la mode aussi, hein, qui est mobilisé dans l'enseignement secondaire. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais donc dans l'enseignement de spécialité en première, il y a un thème entier qui s'intitule les frontières. Ça fait l'objet régulièrement des questions au concours et c'est un objet très, très mobilisé par les géographes, évidemment les spécialistes de géopolitique. Donc aujourd'hui, on va faire un peu de géopolitique, modestement bien sûr. Et les géographes ont bien sûr depuis très longtemps établi qu'il n'y a pas de frontières naturelles. Hein, les frontières sont des constructions sociales, des constructions politiques, géopolitique. Alors c'est un objet passionnant, hein, mais c'est vrai que quand on parle de frontières, comme le dit une des spécialistes que j'ai mise en bibliographie, Anne-Laure Amilazari, qui publie beaucoup sur le sujet, la frontière c'est le lieu du malentendu.
il est difficile de se mettre d'accord sur ce qu'elle veut dire. Tout le monde a une idée de ce qu'est une frontière. Ça fait partie de ces mots communs dont la géographie peut s'emparer, qui veulent un peu tout et rien dire. Alors, peut-être que je vais vous décevoir, mais nous, on va se contenter d'une définition très restrictive et précise, en fait. On va entendre aujourd'hui par frontière les limites entre les États. On ne va pas s'intéresser aux frontières de niveau inférieur, les frontières entre régions, etc. On va laisser tomber, ce serait trop compliqué. Donc on s'intéressera à l'enveloppe externe des États, en tant que division politique du monde entre les États souverains, qui sont aujourd'hui 193 reconnus par l'ONU. Et donc c'est une définition assez restrictive. On va éviter les frontières symboliques, la notion de frontier des Américains. Donc on va se focaliser sur quelque chose de très politique international. Alors, quoi qu'il en soit, même avec cette définition assez restrictive, les frontières, c'est quand même complexe. Elles sont souvent conçues comme des lignes. Je vous projetterai une carte plus tard, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de regarder des planisphères avec des lignes tracées sur des cartes. Alors, tout le monde se figure qu'une frontière, c'est une ligne. Alors, pour les géographes aussi, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et dans la réalité également. Elles peuvent prendre toutes les formes possibles, imaginables. Ça peut être un point, comme un aéroport par exemple, ça peut être un réseau, avec le réseau des douanes volantes, qui peuvent faire surgir la frontière un peu partout, arrêter un migrant clandestin en plein milieu du territoire français, y compris dans le Puy-de-Dôme, s'il est retrouvé par les services d'immigration. La frontière peut être bien sûr zonale, il peut y avoir un peu de profondeur, souvent elle n'est pas marquée précisément au centimètre près, mais même par exemple entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est une bande de 4 km de large, donc ça n'est pas une ligne en soi, c'est un espace qui a une certaine géométrie. Donc vous voyez, la frontière, c'est quand même pas si simple que ça dès qu'on s'y penche un petit peu. Et alors en plus, aujourd'hui, on confronte frontières et montagnes. Et alors vous avez déjà vu, je suppose, dans les nombreuses leçons auxquelles vous avez assisté dans les précédentes années, qu'il est difficile de définir la montagne aussi. Personne n'est d'accord quand il s'agit de définir des seuils, définir des limites à la montagne. Donc là, on va se contenter d'une définition relativement vague, sachant qu'il n'y a pas de critères d'altitude universel, mais on s'en tiendra donc à la montagne comme partie saillante de l'écorce terrestre, avec ses pentes, avec ses sommets plus ou moins pointus, qui séparent des vallées. Donc on va se contenter d'une définition assez paysagère, si vous voulez, relativement simple, mais assez vague, j'en conviens. Donc dans cette perspective géopolitique, je vous ai mis donc un polycopier avec le plan à disposition, et il y a aussi la problématique que nous allons suivre. Alors bon, je m'en suis pas gardé, mais c'est pas très grave. Donc on va réfléchir dans un aller-retour aux interrelations entre ces frontières et ces montagnes, en quoi l'une impacte l'autre, et comment sont-elles influencées l'une par l'autre, comment les frontières sont-elles tracées en montagne, comment les montagnes peuvent-elles produire des frontières spécifiques, dans quelle mesure peuvent-elles le faire d'ailleurs. Et je vous propose de réfléchir dans ce qu'on pourrait appeler un plan par échelle, c'est-à-dire que la première partie sera plutôt dans une perspective mondiale, à petite échelle, donc sur des réflexions très générales dans le monde entier. Puis nous ferons une sorte de zoom dans la deuxième partie, à échelle régionale, sur des territoires structurés plus ou moins par des frontières. Et ensuite, à échelle très locale, nous verrons dans quelle mesure il peut y avoir des formes spécifiques localement concernant les frontières en montagne. Donc, première partie, à échelle mondiale, nous allons voir un aperçu
générale des frontières donc entre les États que l'on peut trouver dans des espaces montagneux. Alors, c'est un support qui est souvent mobilisé pour le tracé des montagnes. Alors, le grand spécialiste des frontières voilà, dans la géographie française, c'est Michel Fouché. Hein, il a commis de très nombreux ouvrages, dont le dernier en date, c'est la documentation photographique très connue des professeurs d'histoire-géographie, ce type de manuel. Donc, il y a une sorte de synthèse un petit peu de ses propres connaissances. Voilà, c'est assez facile à se procurer, hein. Bon, ça vaut 9 ou 10 euros ce genre de fascicule. Et dedans, il nous donne des chiffres. Vous voyez, par exemple, il a compté donc 261 570 km de frontières internationales dans le monde, qu'il appelle des dyades. Alors oui, je vais écrire le mot au tableau. Il a bâti ce néologisme lui-même. Hein. Une dyade, c'est la frontière qui sépare deux pays, deux États. Alors il y a la racine dy, un di, comme dans la diarchie par exemple. Et donc, ces dyades, séparant toujours au moins deux États, sont étendus sur 260 000 km. Donc là, on est dans une perspective très linéaire, hein. C'est les lignes que l'on peut compter. Alors, il a divisé ça par continent, etc. Et on trouve plusieurs ouvrages, hein, qui ventilent ces kilométrages en fonction des différents supports que les frontières parcourent. Et il s'établit que les montagnes les montagnes concernent 24% de cette distance de 260 000 km environ. Donc c'est-à-dire qu'il y aurait environ 65 000 km de frontières internationales dans les montagnes du monde. Alors si on fait le ratio précis, hein, c'est 65 400. Environ 65 400 km de frontières en montagne. Alors de frontières, je vous rappelle, internationales entre deux États souverains. En montagne, ça c'est dans le monde. Donc ça fait quand même beaucoup de frontières montagneuses. Alors c'est un peu moins que les réseaux hydrographiques, hein, puisque là on est à environ un quart de ces frontières internationales. Pour les frontières hydrographiques, on est à 30%. Donc les fleuves et les lacs, hein, sont davantage privilégiés. Et donc il reste 45% de frontières qui n'ont pas de support particulier, bon, qui sont souvent ces fameuses lignes droites qui passent au milieu de rien, ou alors qui peuvent passer aussi en pleine forêt, hein, des frontières très complexes parfois, mais qui suivent des limites de propriété ou d'anciens villages, etc. Donc les frontières, c'est complexe, bon, d'autant plus que dès qu'on s'intéresse un peu plus en détail à la chose, tout se complexifie, puisque il peut y avoir en montagne. Alors on imagine, nous, quand on est au pied des Pyrénées, que beaucoup de frontières suivent la ligne de crête, comme à Gavarnie, ça passe en haut des sommets, etc. Il y a un côté d'un pays, un côté de l'autre. C'est beaucoup plus compliqué que ça dans la réalité. Rappelez-vous, hein, il n'y a pas de bonnes frontières, hein, ou de mauvaises frontières, tout dépend des relations de bon ou de mauvais voisinage. Vous voyez par exemple entre États-Unis et Canada, bon, c'est la plus longue ligne droite du monde, c'est aussi la plus longue ligne droite en montagne pour une frontière. Plus de 1000 km de ligne droite. Et alors vraiment, on s'écarte jamais de la ligne droite. Est-ce que cette frontière est mauvaise ? Bon, elle n'est peut-être pas très jolie à voir sur une carte, mais elle n'a pas occasionné de conflit entre les deux voisins. Et on pourrait multiplier les exemples de frontières beaucoup plus compliquées, qui suivent des tracés beaucoup plus subtils, où les voisins s'entendent beaucoup moins bien. En plus, on se dit parfois que dès qu'une frontière est un peu biscornue, elle doit suivre les crêtes des montagnes les plus hautes. En fait, pas du tout. Là, par exemple, si on regarde l'Alaska, donc qui est ici à l'ouest, et le Canada, donc vous avez la Colombie-Britannique et le Yukon, donc les provinces canadiennes qui sont à l'est de cette carte.
En fait, hein, si on fait des zooms, là, alors oui, il n'y a pas de... Non, bon, tant pis. Ah si, j'ai quand même la flèche. Si on zoome sur ce genre d'espace, là, en fait, on s'aperçoit que c'est une succession de lignes droites à travers pente. Il y a vraiment... on relie des points qui sont plus ou moins précisément identifiés, mais ensuite, on ne suit que très rarement la ligne de crête frontière. En fait, c'est assez rare. La plus longue frontière qui suit une crête frontière un peu sur le modèle de ce qu'on a souvent dans les Pyrénées, mais pas toujours, on verra qu'il y a plein d'exceptions, c'est celle qui est entre l'Argentine et le Chili, dans les Andes du Sud. Alors, et pas jusqu'au sud, hein, parce qu'après, peut-être que les militaires ou les politiciens qui ont tracé ces frontières en ont eu marre de suivre la crête, ils ont tracé en ligne droite dans la Patagonie à la fin, à travers les glaciers et la terre de feu. Mais en tout cas, au niveau des capitales, hein, à la latitude des capitales, Santiago et Buenos Aires, on suit parfaitement la ligne de partage des eaux. Alors je vous rappelle que la ligne de partage des eaux, hein, c'est la ligne qui relie les points de plus haute altitude séparant deux bassins hydrographiques. Hein. D'une part, vous aurez les eaux qui vont s'écouler dans tel réseau hydrographique. Ici, par exemple, nous sommes dans le bassin de l'Adour, et donc la ligne du partage des eaux passe, par exemple, à Gavarnie, au col de la Peyre, Saint-Martin, au-dessus du Val d'Azun, ou alors dans les affluents béarnais, ça passe au Pourtalais, etc. Tout ça, c'est la ligne du partage des eaux que l'on peut suivre ou pas. Alors, je voulais vous montrer un exemple. Ils sont innombrables ces exemples. Mais quand on se dit que parfois la frontière a l'air de suivre la crête ou la ligne du partage des eaux, on peut s'apercevoir que c'est le cas. Ici au Lesotho, vous avez la chaîne du Drakensberg qui culmine à environ un peu plus de 3000 mètres d'altitude. Donc on est en Afrique du Sud avec le Lesotho qui est un petit pays complètement enclavé dans l'Afrique du Sud. Ici, là, à l'est de la carte, la frontière suit à peu près la ligne de partage des eaux entre les deux réseaux hydrographiques qu'on a. Mais à un moment donné, le territoire du Lesotho voit sa frontière donc suivre. Donc assez arbitrairement, on part au milieu d'un talweg ici et on s'aperçoit que la frontière, elle est en montagne et en fait elle suit un cours d'eau. Donc si on revient pour chercher la petite bête auprès des Michel Fouché et consorts qui nous ont donné tout un tas de chiffres très précis pour les kilomètres de frontière, quand on est en montagne et que la frontière suit un cours d'eau, est-ce que cela compte dans les frontières qui suivent les cours d'eau ou dans les frontières qui sont en montagne? Oui, c'est toujours un sujet très flottant et on pourrait vite s'y perdre. Alors d'autant plus qu'il n'est pas toujours possible de suivre ce modèle de ligne de partage des eaux. Hein. Il est parfois suivi par exemple en Himalaya, mais pas toujours. Il y a de nombreuses vallées qui sont traversées en grande ligne droite par des frontières. Mais mettons que bon, pour le Népal et le Tibet, par exemple ici, la ligne du partage des eaux entre le Brahmapoutre et le Gange sert de frontière, globalement, mais vous ne pouvez pas avoir un contrôle total de tous les bassins hydrographiques par un seul pays ou un seul peuple. Il arrive bien à un moment donné où il y a d'autres pays, d'autres territoires, et donc, bon, en plus, le Brahmapoutre est un fleuve qui rejoint le Gange dans son delta, donc il y a bien un moment donné où il faut quitter la ligne de partage des eaux, et donc la frontière, à l'est de l'Inde, traverse la vallée du Brahmapoutre, au nord donc de l'Arunachal Pradesh, État d'ailleurs qui est revendiqué par la Chine, comme quoi même en montagne, les limites ont du mal à être clairement établies et acceptées. Alors d'où vient ce mythe de la frontière naturelle? Alors pas uniquement des montagnes, hein, bien sûr, il va falloir se garder tout au long de cette, j'espère que je vais réussir, hein, mais de
tout raisonnement trop automatique, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses que l'on va constater pour les montagnes qui peuvent être constatées pour d'autres types d'espaces quand il y a des frontières. Hein. Une frontière naturelle, pour beaucoup de gens, ça peut être un fleuve aussi. Hein. Un fleuve a quelque chose de très évident. Et Danton a réalisé un discours célèbre en 1793, hein, quand il voulait défendre les frontières de la France. Il prétendait que la France avait des frontières naturelles entre les Pyrénées et le Rhin, donc un fleuve, une montagne, et entre les Alpes et l'océan. Donc la mer, les fleuves, les montagnes, ça a quelque chose de très objectif, de très naturel. Et pendant très longtemps, ça a tenu lieu d'évidence. Alors il paraît que c'est Jules César qui avait eu l'idée de plaquer aux Gaulois des frontières naturelles dans son récit de la guerre des Gaules. Et tout ceci a baigné l'imaginaire des souverains puis des hommes politiques français qui ont repris cette idée. Et vous savez qu'au siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, la nature est très à la mode, elle a valeur d'explication. Et donc, vu qu'il y a des droits naturels, il faut bien qu'il y ait des frontières naturelles. Et donc, au pays des Lumières, il est assez justement naturel qu'on ait essayé de tenir un tel discours. Mais le discours, vous le savez bien, n'a pas été toujours suivi des faits, puisque cette fameuse frontière naturelle du Rhin, à part en Alsace, où en plus elle s'était un petit peu retranchée pendant quelques décennies sur la ligne bleue des Vosges, autre frontière naturelle, hein, qui nous montre bien que tout ça est très relatif, puisque la ligne bleue des Vosges aurait pu faire une très bonne frontière naturelle pour ceux qui tiennent ce genre de discours, mais ils ne s'en satisfaisaient pas, ils préféraient une frontière naturelle un peu plus loin. Et comme quoi, on a toujours la frontière naturelle que l'on cherche. Et bon, on peut toujours leur objecter qu'il y a tout un tas de massifs qui ne sont parcourus par aucune frontière. Hein. Alors le Massif central, vous me direz, ce ne sont pas des hautes montagnes, mais il est très facile de trouver des hautes montagnes à travers le monde, hein, qui ne contiennent aucune frontière, même régionale parfois. En plus, les frontières naturelles, entre guillemets bien sûr, il va falloir tout le temps en mettre, ont tendance aussi à ne pas faire l'unanimité parmi les premiers concernés. Ici, les Catalans se sont vus séparés par une frontière naturelle plaquée en fait depuis Versailles. Quand vous êtes à Versailles, vous avez un beau château avec de belles grilles qui délimitent la propriété. En arrivant dans les plaines du sud-ouest, vous voyez une barrière naturelle avec des sommets enneigés. C'est un petit peu la métaphore de la grille de votre château. Et vous ne tenez pas très bien compte des peuples qui vivent à l'intérieur de ces espaces qui sont beaucoup plus profonds qu'ils n'en ont l'air en fait depuis la plaine. Donc les Catalans sont séparés par une frontière naturelle plaquée par les Français. Bon, on suppose que depuis, la plupart d'entre eux l'ont accepté, plus ou moins en tout cas. Alors vous savez aussi que même dans les Pyrénées, il est facile de démontrer que le mythe de la frontière naturelle ne tient pas du tout, ne serait-ce que par l'existence du Val d'Aran. Ici, au centre de la photo aérienne, non, c'est une image satellite, je pense, ça, une image satellite, on voit bien que la frontière qui est ici, plutôt en blanc, traverse le Val d'Aran, et le Val d'Aran, qui est une vallée s'écoulant vers le nord, puisque en plus c'est la Garonne, fleuve français quand même par excellence, eh bien, prend sa source en Espagne. Donc il est très facile de démontrer que la frontière n'a de naturel que l'impression qu'elle donne, en fait. Et vous savez aussi que dès qu'on s'aventure au Pays Basque, alors là, la naturalité de la frontière perd tout sens. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans la vallée des Aldudes, par exemple, où en quelques kilomètres, il est très facile de trouver, alors j'ai pas fait de zoom, hein, mais des frontières tracées en ligne droite à travers les montagnes basques, des frontières suivant un ruisseau, donc vous avez la rivière d'Arnegui, là, qui arrive à Arnegui depuis Valcarlos, en descendant du col de Roncevaux. Le col de Roncevaux, qui serait sur la ligne du partage des eaux, est en Espagne, et on a quelques kilomètres tracés sur la ligne de partage des eaux. Et la frontière naturelle, entre guillemets, des Pyrénées finit sur un fleuve, la Bidassoa, vous le savez, et naturellement elle partage une île qui, tout naturellement, l'île au Faisan,
appartient une partie de l'année aux Français et l'autre partie de l'année aux Espagnols. Bon, tout ça est très naturel, bien sûr. Et les tenants de la frontière naturelle sans doute, bien sûr. Alors, ce mythe de la frontière naturelle est en fait assez occidental. Alors, bon, peut-être que je ne me suis pas trop penché sur la culture chinoise des frontières, mais il paraît que déjà les géographes arabes du Moyen-Âge avaient quand même l'idée que les montagnes bordaient les empires, hein, et ils avaient publié des atlas, notamment à l'Idrizi, hein, qui démontraient un petit peu cette idée. Et les Chinois aussi sont un peuple de plaine quand même, hein, un peuple de la grande plaine chinoise risicole littorale. Et donc eux aussi avaient l'idée que les montagnes de l'Ouest étaient une limite assez naturelle, les protégeant d'empires concurrents. Donc au XIXe siècle, quand la décolonisation se déploie, on a essayé un petit peu, hein, de déployer d'appliquer le modèle, mais pas très longtemps. Les conflits ont pris le dessus et dans les Andes, la logique est très différente des Pyrénées. Alors déjà, la chaîne de montagnes est beaucoup plus vaste, elle est beaucoup plus large, alors elle est très longue bien sûr, vue de très loin de la Lune par exemple, elle a l'air d'une ligne, mais dès qu'on s'y plonge, on s'aperçoit en plus qu'elle offre les espaces les plus accueillants, les plus denses, là où il y a des centres de peuplement très importants, comme en Bolivie, ou chez les anciens Incas au Pérou, et qu'au contraire, les déserts sont plutôt en bas des montagnes. Donc ça n'a pas vraiment de sens, là, de chercher à tracer des frontières sur des crêtes qui en plus se succèdent, puisque très souvent, les Andes sont partagées en plusieurs grandes sierras. Voilà, il faudrait multiplier les lignes et les allers-retours. Donc très souvent, on a des frontières assez compliquées et en plus qui ont beaucoup évolué. Un des pays qui a le plus souffert de ces évolutions, c'est la Bolivie notamment, hein, et qui lui n'est pas du tout satisfait de sa frontière actuelle avec le Chili par exemple et avec le Pérou. Frontière qui passe à peu près pas très loin de la ligne du partage des eaux, hein, entre les eaux du Pacifique et les eaux en fait qui ne sont pas celles de l'Atlantique, puisque là on est dans des eaux qui n'aboutissent pas à la mer, hein. Et donc les Boliviens ont perdu après plusieurs défaites, hein, l'accès à la mer et cultivent depuis de cet accès perdu. Donc comme quoi ils voudraient repousser leur frontière montagneuse à une frontière maritime, mais là aussi c'est pas gagné pour eux, hein. Alors bon, je vais arrêter les exemples. Alors vous voyez par exemple des espaces montagneux d'assez haute altitude où il n'y a pas du tout de frontières qui ont tenu compte de la topographie. On en a beaucoup en Afrique en fait, hein. Alors ce sont des frontières tracées très souvent par les Européens, mais il faut noter qu'elles sont souvent âprement défendues par les régimes actuels, hein. Tous les gouvernements des pays africains d'aujourd'hui ne tiennent pas à à perdre tel ou tel territoire, hein. Donc ils y sont quand même attachés et on a de très nombreux massifs, donc par exemple dans le désert, le Hogar ou le Tibesti, qui sont donc à l'écart de toute frontière ou plus ou moins traversés dans certaines sections. On a des cas de frontières aussi qui sont placés dans les plaines et au contraire c'est la montagne comme en Éthiopie, un peu comme dans les Andes où ce sont les montagnes qui sont les zones les plus accueillantes, les plus fertiles. Et bien là on a une sorte de montagne refuge qui a repoussé finalement ces frontières dans le bas des plaines désertiques. Alors aujourd'hui matérialisées souvent sous forme de ligne droite. Mais bon, ce sont certainement des frontières qui sont appelées à bouger, puisqu'on est dans une région assez conflictuelle. Je vous rappelle qu'au nord de l'Éthiopie, il y a actuellement un conflit en montagne, justement, hein, dans le Tigré, aux confins donc, de l'Érythrée et de l'Éthiopie, conflit dont on parle assez peu dans les médias. Alors, justement, les tracés en montagne sont parfois conflictuels aussi, hein.
le mythe des frontières naturelles n'a pas du tout réussi à mettre tout le monde d'accord. Et il n'est pas possible de dire qu'en montagne, les frontières sont plus conflictuelles que dans d'autres types d'espaces. Il y a des conflits en montagne comme ailleurs. Alors, on va peut-être faire un petit aperçu donc, des plus graves conflits actuels en montagne, les plus emblématiques en tout cas. Alors par exemple, le Cachemire est assez emblématique. Bon, on atteint ici les montagnes parmi les plus hautes du monde, puisqu'on a le K2, deuxième sommet de la Terre, avec 8611 mètres d'altitude, au nord du Cachemire. Et alors cette région est un imbroglio depuis des siècles. Alors l'indépendance de l'Inde, je vous rappelle, date de 1947, au moment de la partition des Indes, qui n'était pas voulu par Gandhi, mais qui a eu lieu malgré lui, notamment entre les musulmans du Pakistan et les hindous de l'Inde, avec les violences que vous savez. Et de suite après cette indépendance, a éclaté le conflit donc, pour le contrôle du Cachemire, donc une courte guerre qui s'est matérialisée par une ligne de cessez-le-feu qu'on appelle aujourd'hui la ligne de contrôle, qui est représentée sur cette carte donc avec les espèces de dents sur le trait noir ici, là, qui délimite donc la partie contrôlée par les Indiens qu'ils appellent Jammu et Cachemire, et au nord la partie verte délimitée par les Pakistanais, contrôlée par les Pakistanais, pardon, qu'ils appellent Gilgit-Baltistan. Et donc évidemment, chacun a des revendications plus ou moins ambitieuses, d'autant plus que le voisin chinois s'est greffé sur l'affaire. Donc à partir des années 50, vu que la Chine a occupé le Tibet, elle a eu des revendications supplémentaires. Donc les territoires en rouge ici sont contrôlés par la Chine, mais réclamés soit par l'Inde, comme l'Aksai Chin, soit par le Pakistan, soit par les deux. Il y a un triangle ici qui est revendiqué par tout le monde autour du glacier de Siachen, un des plus grands glaciers du secteur. Et comme souvent dans les montagnes frontalières, il y a un enjeu autour du contrôle des ressources en eau, évidemment, qui sont très importantes, avec des plaines qui sont très peuplées, évidemment, qui dépendent énormément de cultures très gourmandes en eau, où la révolution verte a en plus accru les demandes. Bon, en plus avec la croissance de la population, il n'y avait peut-être pas besoin d'autres arguments pour justifier une demande croissante en eau. Donc voilà, le Cachemire est un des plus emblématiques conflits en montagne, où il y a eu des escarmouches encore il y a assez longtemps, il n'y a pas longtemps, pardon. En 2020, on a eu quelques incidents frontaliers entre les gardes pakistanais, les gardes frontières pakistanais et indiens. Alors j'ai parlé tout à l'heure de la frontière entre l'Inde et la Chine. Alors je viens de parler de l'Aksai Chin, mais j'ai parlé tout à l'heure de l'Arunachal Pradesh, qui est une région revendiquée, pas de manière extrêmement virulente, heureusement peut-être, par la Chine. Mais globalement, toutes les frontières tracées par les Britanniques, qui portent des noms de lignes, des géographes ou des militaires qui les ont tracées souvent au XIXe siècle, ou plus tard au début du XXe, ces lignes sont globalement assez contestées dans ces régions, que ce soit par les Pakistanais, les Afghans ou les Chinois qui sont les plus virulents. Alors je vous ai parlé du cas de la frontière de la discorde entre la Bolivie et ses voisins. Voilà pour les cas les plus conflictuels. Alors c'est vrai que j'aurais pu faire une diapo sur le fameux plateau du Golan aussi, au nord d'Israël. Alors on a quand même un conflit qui se déroule en moyenne montagne. Là aussi, on a l'enjeu de l'eau. On a des frontières assez conflictuelles, évidemment, dans le Caucase, autour de la Tchétchénie, autour de la Géorgie, évidemment l'Arménie. Donc c'est les points chauds de la planète en montagne. De manière générale, le Moyen-Orient présente beaucoup de frontières montagneuses et beaucoup de conflits. Mais bon voilà, ça n'est pas lié spécifiquement au côté montagneux.
ces conflits ont de multiples causes et donc pas vraiment d'automatisme à trouver des conflits forcément en montagne. Donc voilà pour cette tentative d'aperçu international des frontières en montagne. On va passer donc à l'échelle régionale. Donc après avoir vu qu'il y a quand même beaucoup de frontières dans les montagnes du monde, hein, en France en tout cas, on a souvent l'idée du mythe de la frontière naturelle qui ne tient pas la route scientifiquement, mais aussi beaucoup de conflits. On va se poser la question dans cette deuxième partie, dans quelle mesure les frontières peuvent dynamiser des territoires montagnards? Est-ce qu'elles peuvent faire profiter les territoires montagnards d'un effet frontière qui pourrait les structurer ou en tout cas les développer? Et alors de fait, il y a un certain nombre de régions montagneuses traversées par des frontières qui mettent en place donc des coopérations, bon, parfois assez fructueuses, et notamment dans le domaine de l'environnement. Les pionniers dans cette optique sont les Américains, alors c'est les États-Unis, hein, il faudrait dire, avec leurs voisins canadiens. Ils ont mis en place ensemble le plus ancien parc transfrontalier. Donc c'est un parc naturel qui se situe à la frontière entre le Montana et l'Alberta et la Colombie-Britannique, hein, deux provinces canadiennes au nord et un État des États-Unis au sud. Vous voyez la tache rouge ici représente l'étendue du parc. Bon, j'ai fait un zoom, mais c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. On constate juste que le parc canadien Waterton Lakes est beaucoup plus petit que le parc des États-Unis, Glacier National Park. Alors évidemment, c'est un parc où on s'imagine qu'il y a tout un tas de magnifiques paysages de ce type, des montagnes rocheuses, hein, avec bon, encore des cimes enneigées. Bon, là, c'est pas pris au cœur de l'été. Hein. Ce lac s'appelle Iceberg Lake. Alors, dans ce genre de saison, il est bien nommé, mais quand on y va à la fin août ou début septembre, c'est un petit peu comme à la brèche de Roland, tout a fondu et c'est un peu plus poussiéreux. Mais le nom est resté, il s'appelle toujours ainsi et c'est une des balades les plus prisées de ce Glacier National Park. Donc il a été mis en place en 1932 et il a été surnommé l'International Peace Park, Peace au nom de la paix, vous voyez, P-E-A-C-E en anglais. C'est une façon donc de sceller l'amitié entre deux voisins qui s'entendent bien et qui entendent protéger l'environnement ensemble. Alors on a tendance à vouloir dire qu'il faudrait qu'ils s'en souviennent parce que le Canada et les États-Unis ne sont pas forcément à la pointe de la défense de l'environnement ces dernières années. Mais bon, passons. On a bien suivi l'exemple, en tout cas nous, je ne sais pas si vous avez entendu parler dans les Pyrénées du parc pyrénéen des Trois Nations. Je ne vous avais pas parlé, en fait je l'avais noté dans mes précédents polycopiés sur la leçon numéro 2 que j'avais faite sur l'environnement et aussi sur l'Andorre, puisque l'Andorre est impliqué. Et à deux reprises j'avais oublié de vous en parler, alors que j'avais prévu de le faire, donc là c'est chose réparée. Il existe donc une coopération entre le parc national régional d'Ariège, le PNR des Pyrénées ariégeoises, le parc naturel catalan de l'Alt Pirineu, donc des Hautes-Pyrénées catalanes, et deux réserves de l'Andorre, qui sont des petits parcs naturels. Bon, évidemment, les Andorrans ne peuvent pas faire des espaces très grands, vous en doutez bien, mais en tout cas, ils ont mis en place une coopération entre les gardes du parc et aussi une promotion publicitaire, touristique, c'est l'occasion, hein, puisque, bon, vous savez, j'en avais parlé un petit peu, dans ces parcs naturels régionaux à la française par exemple, les contraintes sont assez limitées, hein, la protection de l'environnement n'est pas aussi sévère en tout cas que dans le parc national des Pyrénées. On ne fait pas tout ce qu'on veut quand même, mais au niveau aménagement et construction, mais c'est beaucoup plus souple que dans le parc national des Pyrénées. Donc on a quelques exemples à travers le monde comme ça,
de coopération transfrontalière. Alors évidemment, on peut penser à Gavarnie-Ordessa, qui travaillent ensemble pour la protection de la faune et du site sous l'égide de l'UNESCO. Il y a un projet dans le Doubs de parc franco-suisse. Mais justement, ils vont suivre le cours du Doubs. Donc le focus du projet, c'est plutôt le fleuve, la rivière, puisque c'est un affluent, c'est même un sous-affluent du Rhône, la rivière du Doubs, davantage que les montagnes du Jura. Alors ça se trouvera dans les montagnes du Jura, mais avec l'objet de la rivière du Doubs. Alors on peut aussi constater qu'il y a des échecs parfois. Bon, ça c'est le projet. Là c'est sur la troisième patate en partant du bas. Le projet se répare ici, donc de parc transfrontalier entre la Suisse et la France. Alors pour en terminer sur la coopération environnementale, on peut aussi se déplorer certains échecs. Par exemple, les Népalais et les Chinois n'ont pas réussi à bâtir un parc international sur l'Himalaya, alors qu'il y a quand même pas mal de touristes et pas mal de flux qui pourraient légitimer la mise en place d'un tel espace. On a beaucoup de parcs qui s'arrêtent aux frontières de leurs voisins. Mais il suffit d'aller au parc national des Pyrénées pour constater que quand on est à Néou par exemple, au Portalet, en observant les marmottes du parc, on peut entendre les cris des skieurs de Formigal et regarder les télésièges tourner juste aux portes du parc. Bon, on n'est toujours pas à une contradiction près. Alors les montagnes sont aussi parfois des espaces concernés par des coopérations territoriales un peu plus larges que l'objet environnement. La coopération économique se fait par-delà les montagnes. Alors vous savez peut-être que vous êtes ici dans une des plus grandes eurorégions de l'Union européenne. Les eurorégions sont des espaces transfrontaliers dans lesquels les différents territoires donc de niveau 2, le niveau 1 c'est les États, le niveau 2 c'est juste en dessous, alors pour les Français c'est les régions, pour les Espagnols ça va être les communautés ou les provinces, etc. Pour les Allemands c'est les Landes. Alors ce type de territoire peut coopérer et fonder ce qu'ils appellent des eurorégions. Donc vous êtes dans l'eurorégion Nouvelle-Aquitaine, Euskadi-Navarre, qui met en place une coopération. Donc, alors là c'est sur des bases essentiellement économiques, de coopération au bénéfice des entreprises et du commerce, mais aussi culturelle. Alors la montagne là-dedans joue un rôle assez mineur. On peut juste constater que les montagnes se trouvent dans cet espace euro-régional. Alors ça peut être ponctuellement mobilisé par certains acteurs qui souhaitent en faire un axe de leur promotion. Il y a quelque chose qui n'apparaît pas sur ce type de carte, puisque là ça concerne uniquement l'Union européenne, mais il existe aussi dans les Alpes une grande structure internationale qui est en train de se mettre en place autour du fait montagnard, justement autour des Alpes. C'est la SUERA. Alors SUERA pour stratégie de l'Union européenne de la région alpine. Stratégie de l'Union européenne pour la région alpine. Et donc depuis quelques années, cette stratégie de l'Union européenne s'associe à la Suisse d'ailleurs, ce qui est assez remarquable puisque la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Pour essayer de fédérer des différents acteurs publics, privés, alors dans l'optique de développer d'abord les territoires montagnards. C'est d'abord une optique économique, notamment axée sur le tourisme, mais avec tout un volet de développement durable, donc mettre en place un tourisme respectueux de l'environnement, avec des partenariats. Et donc cette SUERA est en train de faire un peu école, si vous voulez, dans les massifs montagneux comme coopération transfrontalière. Alors évidemment, on est dans un cadre européen occidental où globalement il n'y a pas de graves conflits entre nous. On fait beaucoup de commerce. Globalement, la plupart des pays
même s'il y a des écarts, ont un niveau de vie relativement proche et des échanges commerciaux bien établis. Donc il n'y a pas de raison que ces stratégies échouent complètement. Évidemment, si on transfère ça dans d'autres massifs montagneux, en Himalaya ou dans le Karakoram, il est difficile d'envisager une telle stratégie pour l'instant. Mais on parlera d'exemples quand même notables tout à l'heure. Alors à l'opposé de la coopération, il y a la méfiance, qui, en montagne comme ailleurs, est souvent présente entre voisins. Et quand on ne s'apprécie pas trop, il est facile aussi de faire de la montagne une forteresse, puisqu'on a déjà un relief prêt à être utilisé, qui peut être mobilisé ensuite pour arrêter l'éventuel envahisseur. Alors c'est toute la logique dont je vous avais parlé, qu'a développé la France très longtemps. Vauban, à l'époque de Louis XIV, s'était escrimé à implanter tout un tas de places fortes, alors le long de toutes les frontières. Il n'a pas ciblé les montagnes en particulier. Il s'est acharné le long des frontières du nord-est, évidemment, du nord, mais aussi le long des littoraux, mais aussi. Et il a implanté tout un tas de forts. Bon, une des pièces maîtresses des Alpes, c'est évidemment la ville de Briançon. Et après, il y a tout un tas de forts jusqu'aux abords de Monaco qui ont été bâtis par Vauban, donc dès le XVIIe siècle. Un exemple de fort qu'il a remanié, au nord de Grenoble, vous avez Fort Barreau. Donc là, on est plutôt dans une vallée, mais une sorte de verrou glaciaire qui sert de support, un peu en hauteur par rapport au fond de la vallée, pour voir arriver quand même les éventuels agresseurs, qui sont quasiment jamais arrivés, comme beaucoup de ces forts. Et alors le fort avait été en plus construit par les piémontais savoyards à la fin du XVIe siècle, et donc remanié 80 ans plus tard par Vauban, qui lui a donné cette fameuse forme en étoile avec les pentagones de défense destinés à arrêter donc toute agression. Donc vous avez pas mal de forts comme ceci dans les Alpes, et bien sûr on en trouve aux abords des Pyrénées, puisque vous avez peut-être visité le fort de Bellegarde ou aussi la citadelle de Bayonne. Alors, je vous ai mis une petite diapo sur les environs de Briançon, où quelqu'un s'est amusé à recenser tous les forts que l'on peut recenser depuis 400 ans environ, qu'ils ont été construits autour de la ville. Et du coup, ça mène à un de ces objets de cette deuxième partie. C'est vrai que les frontières en montagne peuvent avoir ce côté structurant, vu qu'on est dans une optique de montagne-forteresse. Ici, on va faire de la montagne en fait un territoire militaire, avec des vallées qui sont parcourues par des axes destinés à faire passer les convois, avec des villes de garnison. Grenoble, Briançon ont longtemps été des villes de garnison. Ensuite, on a des forts éparpillés un peu partout, le long des vallées, en haut des cols, sur des promontoires. Et donc, on va organiser la montagne spécifiquement pour cette défense militaire, comme si on avait un gigantesque château fort, en fait, qui devait être défendu avec son chemin de ronde. Et ça nous occasionne quelques records dans le secteur. Vous avez par exemple le plus haut fort militaire d'Europe, à 3130 mètres, sur le mont Chaberton, surnommé le fort des nuages, qui avait été construit par les Italiens, mais qui nous met aussi le doigt sur le détail que la frontière française a été modifiée encore finalement assez récemment. En 1947, vous avez les dernières modifications du territoire métropolitain, puisque quelques morceaux de l'Italie sont revenus à la France à cette époque-là. Et donc on a quitté justement la ligne du partage des eaux pour agrandir un petit peu le territoire français. Et donc on a récupéré la fierté de l'armée italienne et ce fameux mont Chaberton, le fort Chaberton, le fort des nuages. Alors ensuite, vous avez des militaires qui ont densifié le réseau de forts dans les Alpes. Bon, je passe les détails et on est arrivé à ce que je vous évoquais, à la ligne Maginot des Alpes, qui a plus ou moins arrêté quand même l'offensive italienne de 1940,
qui a été beaucoup moins couronnée de succès, vous le savez, que celle de ses alliés allemands au nord de notre pays. Alors, montagnes qui incitent à la coopération, parfois, montagnes qui peuvent être fortifiées à d'autres moments. Est-ce qu'on peut dresser une typologie des montagnes frontalières? C'est l'objet de cette sous-partie, mais évidemment, il faut mettre, alors bien sûr, beaucoup de guillemets, prendre beaucoup de précautions dans ce genre d'exercice. Là, le critère principal de la typologie, ce serait le dynamisme que l'on peut observer dans ces régions frontalières. Est-ce qu'elles sont plutôt dynamiques et si dynamiques qu'elles peuvent être des centres, si vous voulez, ou à l'inverse, est-ce qu'elles sont des périphéries dominées par des centres plutôt en plaine, voire des marges, c'est-à-dire des régions plutôt délaissées, des angles morts même. Et justement, c'est plutôt le cas, les montagnes frontalières dans le monde sont plutôt des régions marginales, voire des zones grises, où en fait, en cumulant l'aspect frontalier et l'aspect montagnard, on a tout un tas d'espaces en fait qui sont à l'écart des centres, avec une faible densité, un faible développement, et on a parfois des espaces assez insolites. Vous avez un spécialiste de l'Asie du Sud-Est qui s'appelle donc Scott, qui a même inventé un terme. Donc là, je vous ai mis une diapo avec sur le livre qu'il a publié. Donc il a inventé ce qu'il appelle la zomia. Et donc son livre s'appelle Zomia ou l'art de ne pas être gouverné. La zomia, ça se trouve en Asie du Sud-Est et c'est justement un espace très montagneux. Il y a de très nombreuses montagnes, alors elles sont moins élevées que l'Himalaya, peut-être moins connues. Elles sont connues pour le fameux triangle d'or, par exemple, historiquement très, très célèbre. Mais à la frontière de tous ces États, là, entre l'Inde, la Chine, la Birmanie, le Laos, le Vietnam, la Thaïlande, un petit peu du Cambodge, les frontières passent très souvent sur des massifs montagneux périphériques, alors que les États sont centrés sur des plaines très fertiles où on cultive le riz, et les grandes capitales sont très souvent donc au centre de plaines très, très densément peuplées, et par contre en périphérie, et donc dans les montagnes et aux frontières actuelles, vivent des peuples un peu méprisés par les autres, par les nations dominantes, si vous voulez, par les Birmans, par les Thaïs justement, par les Viettes, qui méprisent un petit peu tous ces peuples des montagnes perçus comme arriérés, reclus dans leurs jungles montagneuses justement. Et donc Scott a démontré que ces peuples ont même cultivé une sorte d'adaptation permanente, à développer une stratégie pour s'extraire du pouvoir des plaines, du pouvoir central. Et c'est encore à l'œuvre, puisque en Birmanie, par exemple, vous avez cette logique, vous avez une situation de guerre civile quasiment en Birmanie, avec des peuples notamment dans le nord qui réclament plus ou moins l'indépendance et surtout harcèlent les troupes gouvernementales de la junte birmane qui contrôle les riches plaines centrales et fertiles. Et ça a longtemps été aussi la logique, même au cours de la guerre du Vietnam. Les troupes d'Ho Chi Minh étaient plutôt, la piste Ho Chi Minh, elle passait plutôt en montagne, justement, côté Laos, pas loin de la frontière, justement. Tout ça a été opéré, mobilisé dès qu'il y a eu conflit. Alors ce côté montagne périphérique et frontalière se retrouve même en Indonésie, aux frontières de Bornéo et de la Malaisie, et avec les Papous aussi, même si la frontière là est une ligne droite, mais les montagnes sont une zone de refuge des Papous que les Indonésiens de Java ont plus ou moins du mal à contrôler. Alors certains y voient aussi même une extension de la zomia. Vous avez des analystes qui aujourd'hui voient la zomia s'étendre jusqu'à l'Afghanistan,
On a toute une zone assez difficile à contrôler, avec un terrorisme diffus donc dans les zones tribales pakistano-afghanes, de montagnes frontalières. Mais on va le voir, bon, il y a la dynamique du développement chinois, avec notamment leur nouvelle route de la soie, qui a tendance à mettre un peu d'ordre dans certains secteurs où l'armée du peuple arrive à installer sa présence. Alors, donc les montagnes sont souvent des régions frontalières, souvent marginales. On les exemples plus, hein, bon, même dans les Pyrénées, pendant très longtemps, on a été dans une région frontalière peuplée de populations relativement délaissées hein, par les pouvoirs centraux, volontairement, parfois perçues de manière péjorative hein, et dénigrées aussi. Hein. Les Pyrénées ou les Alpes, c'était les lieux des contrebandiers, des passeurs, etc. Bon, alors justement, ces populations mobilisaient un petit peu le côté frontalier à leur profit, tant qu'ils pouvaient le faire. Mais alors le tourisme a pu permettre de faire de ces régions des périphéries intégrées. Aujourd'hui, on a beaucoup de régions montagneuses frontalières, comme les Alpes du Nord, par exemple, qui sont très bien intégrées, mais bon, le côté frontalisé, hein. C'est d'abord le fait qu'il y ait beaucoup de neige et des espaces très aménagés qui va développer les montagnes concernées. Et une proximité avec des centres urbains relativement proches, on va dire. Alors la Suisse, à l'opposé extrême, est une sorte de cas d'école d'État montagnard qui, lui, n'est pas périphérique. C'est la montagne refuge suisse, protégée par ses propres frontières, qui a réussi à traverser les conflits en réussissant l'exploit de faire respecter justement ses frontières, pour diverses raisons. Mais bon, on pourrait même souligner qu'en Suisse, les centres urbains et politiques ne sont pas spécialement au cœur des montagnes suisses. Hein. Genève, bon, est clairement en plaine, au bord d'un lac. Zurich, bon, on est loin de la montagne aussi, hein, on est plutôt dans le Piémont du Nord. Voilà, bon, Berne est un petit peu en moyenne montagne, mais bon, c'est pas la plus grande ville de Suisse, même si c'est le centre fédéral. Donc même en Suisse, on a des périphéries montagnardes un petit peu délaissées, notamment dans la Suisse romanche, aux confins de l'Italie justement. Alors maintenant, dernière partie, alors vous voyez, c'est pas facile hein, de mettre en place une typologie vraiment clairement convaincante, mais on peut retenir le constat que souvent en montagne, il y a beaucoup quand il y a des frontières et montagnes, on est souvent en région périphérique, voire marginale. Alors, à échelle locale, dernier point, est-ce que les frontières en montagne prennent des formes vraiment spécifiques? Ou est-ce qu'elles sont comme ailleurs? Alors oui et non, encore une fois. Hein. Mais on a quand même, avec la pente, avec les contraintes liées au relief, à l'altitude, des formes bon, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Alors déjà, les frontières en montagne sont souvent beaucoup moins marquées qu'ailleurs. Alors vous me direz, dans le désert ou dans les grandes forêts, ce sera souvent le cas. Mais bon, en tout cas, dans les hautes montagnes, par exemple dans les Pyrénées, la frontière, c'est souvent ça. C'est-à-dire rien du tout. On a comme tant d'autres, hein, les crêtes qui sont derrière, à l'arrière-plan, ne sont pas frontalières, mais elles ont la même au premier plan. Là, on est sur les crêtes d'Aneu, pas loin du col du Pourtalais. Donc, il y a un vague sentier qui suit les crêtes, mais pas précisément au mètre près sur la frontière. Et il n'y a rien qui matérialise la frontière. Si vous ne le savez pas, si vous n'avez pas de carte, et si vous ne savez pas la lire, si vous n'avez pas de GPS, bon, vous n'avez aucun indice qui va vous dire que vous êtes sur une frontière. Très souvent, la frontière en montagne, en haute montagne, c'est ça. Donc là, vous avez un alpiniste perdu sur la crête sommitale de l'Everest.
Il y a moins de monde que lors d'embouteillage des grandes journées d'assaut du sommet. Mais là aussi, bon, on imagine mal que les Népalais ou les Chinois perdent du temps à implanter des bornes en ciment tous les 10 mètres pour matérialiser leurs frontières. Quoique, il ne faut jamais dire jamais. Bon, si on fait d'un bout à l'autre du monde, on est en haut de la Concagua, la frontière passe, bon, il y a un panneau qui dit qu'on est en Argentine, donc si on cherche un peu plus loin sur le sommet, on trouvera un panneau qui va vous dire que de l'autre côté c'est le Chili, mais rien ne matérialise particulièrement la frontière. D'autant plus que par moments c'est très très compliqué en montagne de matérialiser la frontière. Je vous ai parlé des lignes droites tout à l'heure. Donc si je reviens encore une fois entre l'Alaska et le Yukon, donc entre le Canada du Nord-Ouest et l'Alaska, en fait on a une ligne droite qui fait un angle donc à peu près au niveau du mont Saint-Elias. Alors c'est une des plus hautes montagnes d'Alaska, hein, presque 5500 mètres, qui est pas loin du point culminant du Canada, hein, le mont Logan qui fait 6050 mètres. Quand on regarde une carte du monde, c'est le genre de frontière, on a l'impression qu'elle passe sur la ligne du partage des eaux. En fait, pas du tout. C'est une ligne droite qui passe au sommet du mont Saint-Elias. Donc, comment voulez-vous matérialiser une telle frontière? Parce que sur le paysage, ça donne ça. Donc, la ligne droite, il est même difficile, enfin, sans des outils de très haute technologie, en fait, de voir clairement où passe la frontière. Bon, et en fait, on peut se dire, heureusement, si on était avec ce type de paysage entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, comment auraient-ils fait pour implanter leur grillage? Je suis sûr qu'ils auraient trouvé une solution. Alors justement, quand on est dans des frontières un peu tendues, ici on est à la frontière du Mexique et des États-Unis. Alors souvent on se dit que c'est une frontière où M. Trump a voulu bâtir un mur, donc ça doit être compliqué. Et en montagne, parce que là on est en montagne, on est quand même à 1800 mètres d'altitude, alors c'est des montagnes de haut plateau. Hein, on est à moitié entre le haut plateau et la montagne, mais on a des reliefs quand même, une sorte de col, et là la frontière, qui est une ligne droite dans ce secteur, hein, passe à 1800 mètres d'altitude. Et donc vous avez un vulgaire grillage, hein, une vulgaire clôture qui sert de frontière. On aurait presque envie que ça reste comme ça, mais en fait, si on se rend sur place, on s'aperçoit que ça risque de ne pas durer, puisque les Américains, vous savez, deviennent de plus en plus méfiants avec les migrants mexicains. Et donc, alors oui, j'aurais dû noter le point frontalier, excusez-moi. Et j'aurais dû faire la capture d'écran. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Je reviens sur mon diapo, excusez-moi. Voilà, Coronado Peak. Ce sera plus simple comme ça. Voilà, c'est le Border Monument 102. Et donc quelqu'un a eu la bonne idée de prendre une photo et de la publier sur Google Street View. Donc voilà, en fait, la photo que je vous ai prise, c'est quand on regarde vers l'est. Et si vous regardez vers l'ouest, vous avez ça. Donc, on peut se dire que s'ils ont commencé à installer quelques grilles, c'est qu'ils ne souhaitent pas forcément s'en tenir là. Alors, c'est quand même très symbolique pour l'instant, hein. On voit que derrière, ça s'arrête vite, hein. Donc on se demande qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a un manque de crédit, est-ce qu'ils n'étaient pas très convaincus de la chose, mais on en déduit en tout cas que c'est pas parce qu'on est en montagne et dans un espace relativement sauvage que ça va les arrêter. Ils sont capables, hein, de bâtir un mur absolument partout sur leurs 3200 km de frontières s'il le faut. Rien ne peut les arrêter en tout cas. Alors non, c'est pas ce diapo, excusez-moi, je me suis encore trompé. Voilà, c'est celui-ci. Alors, est-ce que les frontières en montagne impliquent des modes de traversée différents?
Alors oui et non, puisque en montagne, à cause du relief, vous avez souvent des points de passage un peu limités, peu nombreux. Souvent, il faut mobiliser pas mal de moyens pour arriver à construire des routes dans les montagnes. Donc les pays en faible développement, très souvent, il y a beaucoup de montagnes sans aucune route. Très souvent, quand on s'entend pas bien entre voisins, notamment par exemple la Bolivie, le Chili ou même l'Équateur et le Pérou, eh bien, on va essayer de faire en sorte que la route passe dans une plaine et ne pas construire ne pas dépenser trop d'argent à bâtir des routes qui montent à des niveaux d'altitude très élevés, quand c'est possible en tout cas. Et quand on se contente, comme en Europe très souvent dans les Alpes et les Pyrénées, de la crête frontière, ben, le point de passage en montagne par excellence, c'est le col. Et alors dès qu'il y a un différentiel économique intéressant, on voit fleurir les bentas ou les super bentas. Alors le modèle en la matière, en fait, ce n'est pas le col du Portalet ni celui d'Iberdine, c'est le col du Brenner, qui historiquement, c'est l'ancien axe Venise-Munich. Vous savez que c'est un col assez bas, seulement 1300 mètres, qui a été franchi à toutes les époques. Et donc vous avez aujourd'hui un énorme centre commercial qui ferait blêmir n'importe quel propriétaire de benta espagnol. Donc sur plus d'1 kilomètre, vous avez une succession de magasins ultra modernes et très achalandés, où viennent les clientèles donc austro-allemandes surtout. Mais bon, les Italiens ne sont pas en reste aussi, puisqu'il y a pas mal de clients italiens dans ce type de magasin. Alors, les montagnes aussi sont l'occasion de se poser des défis, c'est-à-dire percer des tunnels, construire donc les routes les plus hautes qui soient. Donc vous savez que les Alpes sont un véritable gruyère, sans jeu de mots. Et alors il y a aussi des serpents de mer en montagne, puisque le fameux tunnel Lyon-Turin est loin d'être achevé encore. Mais les Français, les Italiens, les Suisses, avec les Italiens encore, les Autrichiens aussi, ont bâti donc plusieurs tunnels qui sont il y a encore des projets qui sont en construction, donc notamment le tunnel Lyon-Turin. Mais il y a donc une spécificité des montagnes à développer des tunnels parfois assez impressionnants, de plusieurs dizaines de kilomètres de long. Mais encore une fois, rien n'est automatique, il faut que tout le monde s'entende bien, tout le monde ait les moyens. Et même quand c'est le cas, on a l'exemple récent du tunnel de Tende, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il est question de faire un nouvel ouvrage, donc, et là c'est au point mort complet. Et donc, alors l'ANAS, c'est l'agence des routes italiennes. Donc c'est un logo italien, donc agence nationale des S pour Strade, les routes italiennes. Et donc, la population locale à Tende était très tendue, sans jeu de mots non plus, très énervée sur le sujet. Ils réclament à corps et à cri ce tunnel depuis longtemps, puisque c'est une des vallées qui est isolée par le relief du reste des Alpes-Maritimes. Et donc, on a un cas, même au sein de l'Union européenne, entre deux pays très développés, de tunnels qui n'arrivent pas à aboutir. Alors les Chinois, qui se sont beaucoup développés dans les dernières décennies, ont lancé tout un tas de réseaux à travers alors on pourrait dire à travers le monde. Et depuis longtemps, à travers l'Himalaya, ils ont bâti ce qu'ils appellent la route de l'amitié. Une route qui va de Lhasa jusqu'à Katmandou, et elle franchit la frontière. Alors, pas à un col, c'est là un cas justement frontalier où la frontière a quitté la ligne de partage des eaux et passe en plein milieu d'une vallée. Et donc la frontière passe sur ce pont entre le Népal et la Chine. Alors un pont, c'est pratique, si l'amitié se termine, il suffit de mettre un peu d'explosif et c'est bon, tout est dit. Donc les Chinois ont tenté de tisser une toile donc, depuis leur pays à travers les montagnes de l'Ouest, alors de l'Ouest de leur point de vue. Et leur nouvelle route de la soie arrive désormais par exemple en Asie centrale et au Pakistan. Ils ont goudronné le plus haut col routier du monde,
presque 4700 mètres. Donc vous voyez, vous pouvez y aller avec des voitures très ordinaires. Le col de Khunjerab, alors je ne sais pas comment on prononce, à la frontière donc entre le Pakistan et la Chine. Vous avez donc le monument chinois avec l'étoile rouge et le drapeau rouge au fond, et vous avez le monument, enfin la guérite pakistanaise ici avec le croissant de l'islam et du drapeau pakistanais ici. Donc on est à 4700 mètres et vous avez des touristes, vous voyez, qui viennent au col. Alors il n'y a pas encore de bantas ou de centres commerciaux dignes du Brenner, mais on ne sait jamais, ça risque peut-être d'arriver. Et peut-être qu'après tout, dans les vallées derrière, il y a, si on descend quelques kilomètres, quelques magasins. Je me suis pas donné la peine d'aller voir jusque là-bas. Donc on a en montagne quelques curiosités, en tout cas, ce ne sont peut-être pas des spécificités, mais des curiosités qui peuvent donner quelques surprises. Alors, est-ce qu'il est possible de fermer les frontières en montagne ? Évidemment oui, et ça se fait de plus en plus, puisque là on est dans une logique, en fait les montagnes concernant les frontières ont tendance finalement à suivre la marche du monde. Je ne sais pas si vous êtes déjà documenté sur ce sujet des frontières, mais la plupart des spécialistes observent ce qu'ils appellent un cloisonnement. Alors il y a des mots un peu lourds qui sont inventés parfois, la barriérisation, il y a de plus en plus de barrières. Bon, en tout cas l'idée est simple à comprendre, il y a de plus en plus de murs, de plus en plus de clôtures, de plus en plus de barbelés, et ça s'observe depuis plusieurs décennies, alors que la guerre froide nous avait laissé sur cette image de garde-frontières qui, à la pince, découpaient les barbelés entre la Hongrie et l'Autriche. Vous avez certainement connu ça dans les images des années 90. Le mur de Berlin qui tombait en 89. Et bien depuis, on a une sorte de retour de bâton. Et au contraire, on observe une tendance à une fermeture croissante. Alors évidemment, les attentats de 2001, de 2015 sont passés par là. Il y a une tension générale avec des conflits. Et donc les montagnes, comme les autres espaces, sont concernées. Alors, on a des géographes qui publient des atlas assez nombreux sur le sujet, qui essaient de recenser les frontières qui sont en train d'être clôturées. Donc là, en rouge, ce sont toutes les frontières qui sont plus ou moins clôturées. Alors le problème, c'est que ça va un petit peu d'un extrême à l'autre. Vous avez bien vu que le long de la frontière États-Unis-Mexique, tout à l'heure, on a bien constaté qu'il y a un moment, il suffit de franchir le grillage, de l'enjamber, et vous pouvez la passer. Évidemment, le trait rouge qui est ici donc n'a pas du tout la même valeur que celui qui est en Corée du Nord, où là, vous serez bien en peine d'enjamber le grillage. Et puis, bon, là c'est dans ce type d'atlas à échelle mondiale, à chaque fois, dès qu'on fait un zoom sur une frontière précise, on s'aperçoit que dans le détail, il y a de très très grandes différences. Alors, je suis quand même allé à la pêche d'images sur cette fameuse frontière coréenne. Alors DMZ, c'est un acronyme anglais qui signifie zone démilitarisée. Donc c'est la zone démilitarisée entre Corée du Nord et Corée du Sud, qui est délimitée depuis 1953 et leur cessez-le-feu. Alors cessez-le-feu n'est pas traité de paix, officiellement le conflit peut redémarrer n'importe quand. Et donc vous voyez que les montagnes ne les ont pas arrêtés. Paris Match avait fait un petit reportage là-dessus, montrant donc des gardes. Alors là, ils suivent des gardes sud-coréens le long de ce fameux grillage qui sert de. Alors c'est le premier. C'est le premier grillage, c'est-à-dire qu'ensuite il y a un no man's land de 4 km derrière le grillage. Pendant 4 km, vous êtes en no man's land, terrain probablement miné et surveillé bien sûr, et ensuite vous arrivez au grillage des Coréens du Nord. Et donc, le relief ne les arrête absolument pas. Parfois, c'est assez impressionnant. Donc, quelle que soit la roche, quel que soit le tracé, ils vont s'évertuer, parfois au centimètre près, à suivre ce qu'ils doivent suivre et à déployer donc ces milliers de kilomètres de fils de barbelés. Puisque, vu que c'est enroulé, même si la frontière a beau faire 300 km,
si on mesure la longueur du barbelé qu'il a fallu déployer, je suis sûr que je ne me trompe pas. Alors, il y a donc ce cas célèbre et un peu figé, malheureusement, mais je vous ai dit qu'il y a une dynamique donc de cloisonnement du monde. C'est Stéphane Rosière qui a publié un livre assez stimulant, si vous avez l'occasion. Il n'est pas très long, les livres que j'ai mis en bibliographie. Vous avez plusieurs livres assez petits, de l'ordre de entre 50 et 120 pages. Notamment donc celui de Rosière, qui est le dernier, Le cloisonnement du monde, frontières de fer, qui est... Bon, quand on le lit, on est un peu attristé à la fin du livre, parce que c'est quand même un sujet un petit peu déprimant. Mais vous avez aussi le livre de Régis Debray, qui est intellectuellement et très stimulant aussi. Il fait qu'une 50aine de pages, je crois. Celui de Anne-Laure Admilazari aussi, il n'est pas... Bon là, c'est plutôt 120-130 pages, mais elle est aussi très éloquente et vraiment... Elle a elle aussi une grande pertinence dans ce qu'elle... Bon, il y a une grande expérience aussi sur le sujet. Donc c'est des livres que je vous recommande quand même. Ils sont assez faciles à trouver aussi, même en librairie. Et donc là, un des derniers exemples dans l'actualité, donc ce sont les Turcs. Alors je ne sais pas s'ils ont un contrat avec l'architecte israélien, mais on reconnaît le style un petit peu là du mur qui est bâti en Palestine. Franchement, c'est quasiment les mêmes blocs de béton, la même taille, 6 mètres de haut. Et bon, c'est des choses qui sont assez... alors je ne sais pas quel est votre sentiment, mais assez désolantes, parce qu'on est quand même dans un espace de haut plateau, de steppe, d'ancien élevage, voir cette balafre... alors, on avait au début la citation du géographe qui disait que les frontières étaient les cicatrices de l'histoire. Là, on est plus que dans la cicatrice. Alors, les géographes abondent vraiment en métaphores. Certains les appellent les coutures, les cicatrices, donc les balafres aussi, dans le paysage, etc. Donc là, on est vraiment dans la balafre ou dans la couture. Si on cherche aussi, vous avez ce qu'on appelle les barbelés les plus hauts du monde. Donc là, on revient au Cachemire. Donc jusqu'à 4000, 5000 mètres, ils vont vous installer donc des lignes de barbelés à travers des versants. Donc les montagnes n'arrêtent pas les méfiants, et il est possible donc de les fermer, peut-être pas complètement, mais en tout cas dans une certaine mesure. Alors en conclusion, alors d'abord un côté un peu inquiétant, puisqu'on avait nous aussi fermé nos propres frontières. Les habitants avaient même manifesté au port de l'Arro pour regretter, donc c'est ici que cette photo est prise, le port de l'Arro au-dessus de la vallée de la Soule. Donc bon, un point classique de franchissement, qui a été fermé donc plus longtemps que le Covid. Alors il a été fermé pendant l'épidémie de Covid, mais aussi après, en 2021 et 2022, il a connu plusieurs mois de fermeture à plusieurs reprises au motif de terrorisme, de risque terroriste, ou de risque sécuritaire. Et donc en voiture, il était impossible de passer. Donc comme quoi, même dans les Pyrénées, tout peut changer. Et alors c'est vrai qu'on aimerait que nos frontières restent un petit peu comme ce genre de choses. Je ne sais pas si vous connaissez la cabane du port d'Urets, U-R-E-T-S. Donc c'est en Ariège, au pied du pic de Montfermé, qui est derrière ici. Donc là, la cabane est à 2500 mètres, c'est un petit bijou. Alors difficile d'accès quand même, puisqu'il y a presque 1700 mètres de dénivelé côté français. Alors côté espagnol, c'est beaucoup plus facile quand même, déjà beaucoup plus douce. Mais c'est un peu très cosy à l'intérieur, avec des petits rondins de bois. J'ai découvert ça récemment. Et donc on aimerait que nos frontières restent comme ceci, sans marque, sans grillage, sans barbelé. Mais on est vite rappelé à nous-mêmes en constatant l'actualité et en s'apercevant que les hommes sont capables de porter très haut des morceaux de métal et des barres de fer. Donc, est-ce que
les frontières vont continuer à se fermer, y compris en montagne. Bon, pour l'instant, c'est la tendance qui semble prendre l'ascendant, mais les frontières donc seront toujours, quoi qu'il arrive, hein, l'état de nos relations avec nos voisins, hein, qu'on soit en montagne ou ailleurs, et peut-être aussi elles seront toujours comme une sorte de miroir de nous-mêmes, puisque notre voisin a toujours quelque chose à nous dire sur nous-mêmes. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.